Est-ce que tu te souviens de le 1er, moment où tu t'es dit: «Tiens, effectivement, avec les chevaux, il y a quelque chose à faire qui va au-delà juste de l'équitation, classique»? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Si c'est Il y a eu quelque chose, oui, j'étais déjà, propriétaire de 2 chevaux, j'étais passionnée de chevaux depuis très longtemps, donc c'est pas un déclic ancien, ce déclic de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le cheval pour, aider un peu mieux nos humains. C'est quand j'ai compris que c'est que c'est pas par la coercition ou par la domination du cheval qu'on pouvait mettre en place un projet et que mes chevaux m'ont montré ça, m'ont montré que c'est quand je lâchais la puissance ou que je lâchais les moyens coercitifs qu'ils pouvaient tout me donner. Et je me suis dit que si les humains pouvaient apprendre ça aussi, ce serait extraordinaire et là je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire dans l'exemplarité du cheval» pour, heu, pour montrer aux humains que, la puissance n'est pas la domination et qu'il y a quelque chose de très différent entre les 2. Hem C'est pas la violence, la puissance. La puissance, c'est l'expression pleine et entière de qui je suis, de mes besoins, de mes limites. Mais il y a pas cet espace de contrôle de l'autre. Mmh. J'ai déjà bien à faire avec moi-même. Donc, les chevaux sont dans cette, façon d'être naturelle et sont un exemple, magnifique de ça. Donc j'ai eu envie de montrer ça aux gens. Ouais. Et alors du coup, après concrètement, comment tu es pris? Ça a été quoi la première action pour, mettre en place cette idée-là? Alors, beh, j'avais commencé par, créer un centre équestre, donc avec un projet qui est arrivé très tard. Je suis pas du milieu équestre, et dans ce projet équestre, pour y trouver une place, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai monté la structure, que je gère l'activité, que mon associé développe, elle, toute la partie cavalier? À part m'occuper de mes chevaux, je vais faire quoi?» Et je me suis dit: «Mais justement, j'ai envie d'accueillir des groupes, des entreprises, des gens pour rencontrer le cheval et voir quelle matière ça peut amener aux gens dans les prises de conscience et dans la réalisation de leur, élévation, je dirais, Mmh. personnelle. Ça peut être du développement personnel quand on est dans le bien-être ou je dirais l'amélioration de l'image de soi, la confiance, des choses comme ça, ou vers la partie peut-être même spirituelle, de connexion, d'authenticité à l'intérieur de soi-même, pas seulement à la partie externe. Mmh. Donc peut-être, quelque chose aussi dans l'accompagnement de cette rencontre avec le vivant, par le cheval, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens de ton Alors j'ai premier. accueilli la première fois des anciens, collègues d'une entreprise où j'avais travaillé. On les a accueillis et j'avais également, commencé à voir qu'il existait, les prémices de l'equi-coaching, hein, il y a une quinzaine d'années et l'idée c'était de voir si je les mettais en situation avec des chevaux, mais pas en les faisant monter les chevaux, juste, être avec. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on a fait un petit après-midi, découverte, on va dire ça comme ça, où ils sont venus à la rencontre des chevaux, on a observé ce qui se passait et puis on a débriefé sur, ce que ça leur faisait à l'intérieur, comment ils vivaient l'expérience. Après on a fait un petit pansage, des activités très, très simples, les rencontrer au pré et puis après les prendre avec un licol et les mener sur un petit parcours où il fallait tourner à gauche, tourner à droite à la main, hein, en marchant à côté d'eux et juste cet après-midi où j'avais rien techniquement rien d'exceptionnel, juste leur faisais partager ma passion en fait. Au départ, c'était ça l'idée, mais je voulais voir ce que ça amenait comme, sujet et en fonction de la façon dont on tire les fils après dans la conversation, dans le débriefing, qu'on peut avoir d après une activité, bah, les gens vont prendre conscience de leur façon d'être dans la rencontre avec un étranger qui est le cheval, dans leur façon de communiquer en non verbal, puisqu'avec le cheval, on communique essentiellement avec le corps, la respiration, les gestes. Et ça et en tirant ces fils-là, il se passait des choses extraordinaires. Donc les 1ers que j'ai fait venir, bon, il y avait une copine, il y avait, un ancien manager de l'entreprise où j'avais travaillé. Ils m'ont dit: «Mais c'est extraordinaire, mais il faut amener toute l'équipe, il faut emmener tout le monde», et donc voilà, après on a formalisé, j'ai beaucoup documenté par l'expérience et au bout de quelques mois, j'avais, voilà, une vision un peu plus claire. Je me suis aussi formée beaucoup plus en éthologie équine. J'étais cavalière, mais j'étais pas métier équestre et je voulais vraiment mieux comprendre le fonctionnement des chevaux et donc en me formant à l'éthologie, à l'étude du comportement, équin en milieu naturel, alors même s'il y a plus beaucoup de chevaux en Mmh. milieu naturel, mais en tout cas, il y a des scientifiques, éthologues qui ont documenté cette, compréhension du mode de communication des chevaux. Et bien, ça me donnait des clés aussi de compréhension des réactions du cheval, de lecture de son non verbal à lui,
pour pouvoir traduire aussi des choses aux gens que j'accompagnais. Et ça a été assez riche et on a pu vraiment faire des choses très concrètes. Donc, les premiers séminaires, mais comme ceux qu'on fait encore aujourd'hui, mais tournent autour de beaucoup de sujets et permettent aux gens de partir d'un sujet ou d'une problématique. Parfois, les chevaux leur en amènent d'autres, hein, parce que on a parfois une idée d'un sujet pour lequel on vient, parce qu'on ne va pas bien, on veut améliorer la communication dans une équipe, par exemple, ou on veut améliorer la posture de leadership d'une équipe de managers. Mais des fois, ce que ça vient pointer, c'est plus simple ou différent, et peut-être différent pour chacun des membres de l'équipe. Les chevaux, ils lisent pas mon sujet en début de journée pour savoir quel est le thème. Donc, les chevaux, ils sont ce qu'ils sont, et ils vont renvoyer en miroir ce que chacun a à améliorer éventuellement, en tout cas. Et alors, donc, le principe, c'est quoi? C'est que le cheval, il te sert d'outil, c'est ça? Et, toi, tu as la connaissance déjà de certaines choses de la personne qui vient, et le cheval te sert d'outil, de révélateur? Alors, j'aime pas trop le mot outil, je dirais le partenaire, parce qu'ils sont vraiment partenaires dans la relation. Les chevaux, ils ont des capacités, on va dire, ou un modèle physique, physiologique et un mode de fonctionnement qui vont permettre d'interagir et de ce fait de comprendre comment fonctionne l'autre. Et comment j'utilise ça? Par exemple, les chevaux. Alors, je vais donner des exemples pour être plus concrète. Les chevaux ont par exemple un capteur d'hormones dans leur nez, en plus de l'odorat. Donc, c'est un organe qui analyse les phéromones. Sachant que chaque émotion produite par l'humain produit une phéromone, ça veut dire que les chevaux captent à l'instant T, en permanence, notre émotion. Et ils vont réagir en fonction. Et ils peuvent réagir soit en miroir, c'est-à-dire que je suis en colère, ils s'en vont, parce que le cheval, face à un danger, va s'enfuir, ou je suis en tristesse, il va s'approcher, il va me faire un câlin. Donc il peut être en miroir de notre émotion. Mais les chevaux sont aussi parfois capables d'être miroir, non pas de nos émotions, mais de nos comportements. Par exemple, en tant qu'humain, on est assez compliqué, on n'est pas comme les chevaux. Nous, humains, parfois, on est triste, mais on va taper sur quelqu'un. Parfois, on est en colère, mais on pleure. Donc, notre émotion première exprimée n'est pas forcément la réalité. Le cheval, lui, il capte l'émotion réelle, pas l'émotion façade, masque. Mais de fait, si je m'approche du cheval avec beaucoup de bienveillance et d'amour, mais qu'en même temps, je tiens une fourche à la main un peu haute et je la balance au-dessus de lui, forcément, il va s'enfuir. Donc là, il ne va pas réagir à mon émotion, mais il va réagir à mon comportement. Donc, nous, en tant que coach ou accompagnant en équicoaching, on va avoir aussi à détecter un peu est-ce que le cheval est en train de réagir à l'émotion, ou est-ce qu'il est en train de réagir à un comportement inadéquat qui lui fait peur, ou à un bruit extérieur à la scène, parce que le cheval est en 360 observations auditives et visuelles de tout ce qui se passe aussi autour de nous. Et ce n'est pas forcément dans ce qui se passe avec l'humain que je lui présente que le cheval va réagir. Donc il y a quand même de notre part, c'est un métier où nous-mêmes, on doit rentrer dans une très grande observation et une très grande perception des signaux verbaux, non verbaux, mais aussi de notre environnement. On est attentif au cheval parce qu'il nous donne de l'information qui va être utile à notre bénéficiaire. On est attentif au bénéficiaire et à ses propres réactions, et à ses comportements verbaux et non verbaux. Et on est attentif à l'environnement, comme le cheval, pour pouvoir aussi doser nos réactions et la mise en sécurité éventuelle, parce qu'il peut y arriver un moment où le cheval va faire un écart, ou si nous aussi on a entendu le bruit, on va même, en même temps que le cheval, déplacer le bénéficiaire, ou retenir le cheval, ou faire quelque chose pour la sécurité, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'en tant que partenaire, le cheval, il te permet d'avoir accès à l'authenticité de manière plus rapide, peut-être, c'est ça? Il triche pas, Oui, lui? il ne peut pas tricher. Le cheval ne ment pas. Il n'a pas de stratégie. Chez les chevaux, le cortex préfrontal au niveau du cerveau est très peu développé. Il est en embryon de début d'utilisation.
c'est une particularité très humaine, hein, ce cortex préfrontal qui permet de projeter des choses, de créer des stratégies pour obtenir quelque chose ou pour paraître ceci ou cela, etc. Ça, chez les chevaux, comme chez tous les animaux d'ailleurs, ça n'existe pas. Donc cette authenticité du cheval nous invite, nous aussi, à rencontrer notre propre authenticité, en tout cas à rencontrer nos masques. Et après, à nous de choisir si on les laisse s'abaisser un petit peu ou pas. Mais en tout cas, il va nous montrer nos masques et il va nous inviter à les retirer. Et après, ça dépend de la durée de l'accompagnement. Quand on fait une journée pour un groupe de 20 personnes en coaching, en entreprise, en une journée, il y a juste des petites prises de conscience. Il n'y a pas forcément les transformations, les choix de faire tomber les masques. Et des fois, on n'a pas envie de les faire tomber dans le monde de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Et quand on fait des accompagnements un peu plus dans la durée ou des séminaires d'entreprise où l'objectif est vraiment la transformation et on est sur 2 jours, voire 3 jours d'intervention, là, on a le temps d'avoir identifié non seulement les masques et les opportunités que nous invite le cheval à tenter autrement, comportemental, aller voir si non, ça n'existe pas comportementalement comme mot. Si au plan comportemental, on peut modifier quelque chose dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à l'autre ou au groupe, quand c'est du collectif. Et en l'expérimentant, on voit le cheval valider à la demi-quart de seconde près que ce changement d'attitude corporelle, cette respiration qui change, ce regard qui change de nous, va modifier la réponse du cheval, mais vraiment dans l'instant T. Et donc, on prend conscience, c'est quoi que j'ai fait dans mon corps qui a permis d'obtenir le relâchement du cheval, la chute d'une tension, ou la mise en mouvement. Par exemple, quand je veux faire bouger un cheval, il y a des gens, ils vont passer 10 minutes à claquer des mains, à faire des grands gestes pour faire bouger le cheval à distance, et le cheval ne bouge pas. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus alignés, ancrés dans une respiration consciente, avec un regard orienté sur la bonne zone du cheval et qui vont faire juste un petit geste et le cheval se met en mouvement. Et cette magie de la variabilité des outils, en fait, de la puissance des outils qu'on utilise, l'outil corps humain par exemple, la différence, elle est dans est-ce que j'habite la demande et mon geste, l'intention que je mets dedans ou pas. Et quand on est ce qu'on appelle pas congruent, pas aligné entre la tête, l'intention, le cœur, les émotions et le corps, le geste ou la façon de bouger, etc., eh bien, le cheval ne comprend pas. En fait, pour le cheval, il faut que les trois soient alignés pour que ce soit compris. Et ça nous invite à aller chercher cette congruence, c'est ce qu'on appelle la congruence. Donc ça veut dire que le cheval, il permet vraiment d'aller à la rencontre de soi-même. En fait, il te permet de se connaître et de mieux se connaître, effectivement. Aller à notre rencontre, c'est d'abord un constat. Je suis qui je suis dans la relation à moi-même et à l'autre, et de mieux identifier les zones d'amélioration possibles, en fait. Et on choisit ou pas, c'est toujours libre, hein. Les gens, ils n'ont pas d'obligation. Ils vont choisir ou pas d'expérimenter quelque chose, le valider avec le cheval, et quand ils rentrent chez eux, après, à eux de voir s'ils ont envie de réexpérimenter avec des humains, parce que ça marche aussi avec les humains. Ça veut dire que, par exemple, ça peut apprendre à un manager quel type de manager il est, comment il s'y prend, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il fait que du copier-coller par rapport à ce que lui-même a pu vivre, ou est-ce qu'il est vraiment aligné dans sa façon de manager, c'est ça? C'est ça. Et certains de nos séminaires ont pour objet de proposer une sorte de diagnostic pour une équipe ou pour chacun des managers de l'équipe. D'autres, c'est pas le projet, mais ça permet toujours d'accéder à ces informations. Et ça donne aussi des clés pour ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire justement cette notion de savoir affirmer nos besoins et nos limites sans violence, mais avec vraiment une vraie affirmation de soi. Donc le cheval, il a besoin qu'on s'affirme aussi devant lui. C'est pas bisounours avec les chevaux, hein. On est chez nous dans une vraie approche bienveillante avec le cheval, mais il n'empêche que c'est un animal très puissant, dangereux. Dangereux parce que tout simplement, il fait 400 kilos et il a beaucoup plus de puissance que nous. Donc il va falloir que nous aussi, on prenne notre place, qu'on se fasse respecter par lui. Et cette voie-là donne aussi des clés hyper intéressantes à des managers qui parfois se trompent dans le management entre l'autorité qui est d'un autoritarisme et la conviction, la force de conviction et l'expression
d'une motivation autour d'un projet commun, par exemple. Euh, Cet espace-là est très, très intéressant à, à réfléchir, à discuter avec les entreprises, avec les managers qui viennent ici, ou les collaborateurs. Ce n'est pas toujours des managers, hein, mais même pour les collaborateurs, de comprendre comment fonctionne leur manager. Des fois, ça résout l'équation. Même si le manager n'a pas bougé, si les collaborateurs changent quelque chose, parfois, ça résout le problème de la communication, de, de ce qui abîme. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans les entreprises, on est dans une vitesse, dans un stress permanent. Et aujourd'hui, il y a on parle beaucoup de la prévention des risques psychosociaux, mais nous, on l'aborde vraiment, c'est un grand mot pour dire apprendre à mieux communiquer, à mieux réguler nos émotions, par exemple. Euh, sur une séance avec un cheval, je me souviens d'un chef d'entreprise qui avait une forme de, je sais pas, on pourrait appeler ça une sorte de complexe de supériorité. Bon. Ça ne me le rendait pas pour autant désagréable, hein. Je voyais sa fragilité qui voulait masquer derrière ça. Mais la journée lui a permis, à lui, mais aussi à son équipe, de comprendre que fragilité n'est pas vulnérabilité et que partager ses vulnérabilités avec les autres, c'est une force. Alors que dans le schéma classique du manager, c'est vraiment la notion de mais pas peur, je suis sûr de moi tout le temps, j'affiche quelque chose de l'ordre de, ouais, du socle, d'être fort. C'est le diktat de sois fort qui est beaucoup là dans les entreprises. Et sauf que ce diktat-là fait vraiment mal parce que ça coupe les communications, ça coupe l'échange. Et quand les gens comprennent que partager une vulnérabilité, c'est-à-dire un espace de doute, de besoin de prendre un temps pour prendre une décision, je ne sais pas, ça se joue à plein d'endroits dans l'entreprise, euh, n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un aveu de force que de demander de l'aide quand on a besoin d'en avoir, etc. Et donc, toutes ces notions-là vont être interrogées pendant les séminaires et on choisit ou pas de tirer les fils. Après, on peut avoir une orientation de thème et on va choisir les thèmes qu'on va tirer un peu plus sur une journée, 2 journées, mais on peut tout travailler autour de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle ou de l'intelligence collective dans le fonctionnement du cheval, par exemple. Et justement, c'est quel type d'entreprises qui viennent vers toi? Est-ce qu'elles ont déjà une problématique et elles ont conscience de quelque chose et elles viennent pour régler une problématique particulière, ou est-ce qu'il y a une partie découverte aussi en se disant, Alors, ouais, pardon. en se disant que peut-être le cheval voilà, enfin que la journée en soi peut être une source de découverte et de... J'ai plusieurs entrées possibles. Aujourd'hui, quand je regarde les gens qui viennent sur les 2 dernières années, ça fait 1 an et demi que ça rebouge bien. La période Covid a été très, très calme, bien sûr, mais depuis 1 an et demi, ça rebouge bien et j'ai des entreprises très variées qui viennent et pour des raisons assez variées. Ça peut être des entreprises qui ont un projet d'entreprise et ça s'insère dans le projet d'entreprise que d'amener, par exemple, leur équipe vers une meilleure conscience de la communication non violente ou vers du management bienveillant, comme on évoquait, ou vers une performance par la relation à l'autre et à soi dans la négociation commerciale, pourquoi pas. On peut avoir une équipe de vendeurs, par exemple, qui vient pour travailler sur cette assertivité sans violence dans la relation vendeur-acheteur, par exemple. Donc tout ça, ça peut être des thématiques. On avait eu une entreprise qui venait aussi avec une thématique spécifique qui était management transversal. C'était des chefs de projet dans le domaine de la qualité qui étaient un peu sur plusieurs sites au niveau mondial et qui se réunissaient pour une réunion plénière, on va dire. Et le thème, c'était justement comment je maintiens la motivation des équipes transversales quand je n'ai pas le pouvoir hiérarchique sur mes équipes. Donc là, c'était hyper intéressant d'interroger ça. Donc ça, c'est des entreprises qui ont un projet, c'est presque des formations, j'appelle ça de la formation action, c'est-à-dire la formation expérientielle. On part de l'expérience, mais on a bien en tête vers quoi on veut amener le groupe, c'est-à-dire qu'on va tirer les fils dans les débriefings autour de la thématique de formation dans laquelle s'inscrit le stage ou la journée de séminaire. Et puis, il y a d'autres entreprises qui viennent pour ce qu'on appelle la cohésion d'équipe, du team building, et où là, il n'y a pas vraiment d'enjeu, même si
On fait pas qu'un team, c'est pas comme un team building. Je fais du karting, une soirée avec une thématique, etc. Parce qu'il y a le vivant, il y a le cheval, et que même s'il n'y a pas d'intention, il va se passer des choses. Il va y avoir des prises de conscience. Et donc, dans ces journées cohésion, on va tourner la dynamique de débriefing autour du bon fonctionnement en équipe, de la valorisation les uns des autres, par exemple, comment on appelle, de prendre soin de l'autre dans le groupe, sur l'écoute, sur des choses comme ça. Et là, le cheval a un modèle qui est passionnant autour de la dynamique de groupe, qui est en milieu naturel. Les chevaux fonctionnent pour réguler le groupe familial. Le groupe familial cheval, c'est c'est un harem en fait. C'est un étalon et 3-4 juments et les petits de l'année ou de l'année suivante. Ou de l'année précédente, pardon. Et dans ce groupe-là, les relations sont organisées par des fonctions qui sont fonction chef, fonction leader et fonction dominance. Ces 3 fonctions sont tenues par des membres de la famille différents. La fonction chef, c'est la fonction de l'étalon, qui est le chef de famille au sens de la sécurité. Donc, il est celui qui observe s'il n'y a pas des dangers qui arrivent et qui va alerter en cas de danger. Il y a la fonction leader. Alors, le leader principal de la famille, en général, c'est une jument. C'est ni la plus jeune, ni la plus vieille, ni la moins ceci, plus cela. C'est en tout cas celle qui, par l'exemplarité de son comportement, donne envie aux autres de la suivre. Et puis, il peut y avoir des petits leaders de projet. On peut avoir un poulain qui va partir boire à la rivière. S'il y a 2 personnes qui le suivent pour aller boire à la rivière, il est leader du projet, aller boire à la rivière. Les autres ne l'ont pas suivi, peut-être qu'ils n'ont pas soif. En tout cas, il a un petit capital de leadership. Mais la jument qui est la plus, je dirais, stable au plan émotionnel, la plus mature au plan émotionnel, sera probablement celle qui sera la référente du groupe autour de laquelle gravite tout le groupe. Et puis la dernière fonction que j'évoquais, c'est la fonction dominance. Je ne dis pas domination, c'est dominance. C'est cette fonction qui permet à tous les membres du groupe d'exercer un pouvoir de persuasion pour organiser l'ordre d'accès aux ressources dans le groupe. Les ressources pour un groupe cheval, ça va être la nourriture, l'eau, l'ombre, l'abri du vent, tout ce qui fait qu'on a un petit confort ou que ça répond à un besoin. Et il y a une sorte d'ordre d'accès à chacune des ressources qui est mis en place. Et on va exercer sa dominance sur l'autre pour dire c'est moi qui mange le premier ou c'est moi qui veux l'ombre quand il n'y a pas assez d'ombre pour tout le monde, etc. Et ça va se faire par une escalade de jeux d'influence jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui cède. Et tout ce jeu va se faire entre tous les membres du groupe jusqu'à ce que toute la famille connaisse l'ordre d'accès pour chaque ressource de toute la famille. L'ordre pouvant être différent selon les ressources, puisque ça dépend de l'importance du besoin pour chacun et du tempérament aussi, puisqu'il y a des tempéraments plus dominants que d'autres. Une fois qu'on a posé ça et qu'on va observer ça chez les chevaux, donc on emmène un chef d'entreprise avec son équipe, observer les chevaux dans le pré, puisque nous on a des chevaux en liberté, voir comment ça se passe quand on amène un seau de carottes par exemple, ou un seau de quelque chose d'intéressant, et de voir comment tout le monde va venir jouer un peu du coude, et comment se font les jeux, et qu'après on débriefe là-dessus et qu'on réorganise un peu les choses dans un exercice pratique. Par exemple, on va demander à une équipe de créer une petite scénette intégrant un cheval et 3 personnes, et ils vont devoir créer une sorte de petite scénette de théâtre avec le cheval intégré dans la séne. Donc on va observer comment s'organise le groupe pour répartir les rôles. On va faire comme font les coachs, les consultants en salle quand ils mettent un jeu à faire pour voir un peu comment fonctionne l'équipe. On va faire la même chose en fait, sauf que c'est avec du vivant, et que l'information que va rajouter et nous donner le cheval pendant l'exercice va amplifier les prises de conscience. Et puis, il y a un côté motivationnel, et puis on est dans la nature, etc. Ça fait bouger les choses, quoi. Donc voilà, sur cette partie, comment amener l'entreprise à une compréhension et à un axe autour de la dynamique de groupe, par exemple.
Et pour finir, puisque je me rappelle maintenant de la question d'origine, qui était quels sont les publics entreprises, pour quelles raisons ils viennent. On a des gens qui viennent aussi pour la découverte, c'est-à-dire sans objectif particulier et avec juste le besoin et l'envie de faire plaisir à une équipe en remerciement ou etc. Donc là, on n'est même plus dans un objectif dynamique de groupe, prendre conscience. On vient juste se faire plaisir, célébrer. Et on peut faire des choses comme ça. Et on fait aussi des petites choses à petite taille. On fait des découvertes sur des bases de 2-3 heures, où là, ils sont en séminaire, pas loin de chez nous, dans une entreprise de Marne-la-Vallée ou autre, et ils vont venir passer une demi-journée juste pour voilà, sortir un peu du cadre, et ils se retrouvent en pleine nature, et ils viennent Et, et, juste... euh, et donc, une journée type d'un séminaire comme ça, est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que vous adaptez les choses pour l'entreprise, pour la problématique? Est-ce qu'il y a un déroulé type? Est-ce que c'est en permanence avec le cheval ou justement c'est Alors, 50-50 ou... c'est une alternance de pratique et de temps de passer avec les chevaux et de temps en salle ou en extérieur, ça dépend de la météo, de débriefing pour tirer les fils de bénéfices de l'expérience. Je dirais que c'est du 2 tiers présentiel avec le cheval et 1 tiers à peu près en salle. On fait des fois des sur-mesures quand on est sur des séminaires, par exemple, de 2 jours. Parfois, il y a aussi des temps de plénière qui appartiennent à l'entreprise où là, nous, on n'intervient pas. Parce que l'entreprise profite de ces 2 jours de séminaire pour faire le bilan de l'année ou la présentation des chiffres ou je sais rien. Donc là, on va laisser notre salle, notre vidéoprojecteur et leur laisser un petit temps pour ça. Mais le reste du temps, la partie Equi-coaching, on fait du sur-mesure. À chaque fois, même quand c'est un team building, même si un team building, c'est classiquement à peu près toujours la même organisation, mais on va faire du sur-mesure pour le lieu déjà, pour les horaires, pour s'ils ont besoin d'un hébergement avant-après, pour le repas, pour les temps de partage, et en fonction des objectifs, dès qu'on est sur des objectifs, je dirais, d'amélioration, de formation, on travaille en amont. On va parfois même faire des diagnostics en amont. On va pouvoir faire des interviews en amont des managers, par exemple. Donc là, on est dans notre rôle de coach et non pas d'équi-coach, mais on associe cette fonction coaching en amont, en préparation, ou au moins en préparation avec le donneur d'ordre, le manager qui veut amener son équipe, pour comprendre les besoins, les spécificités de l'équipe. S'il y a des tensions particulières dans l'équipe, c'est bien de nous les partager, puisqu'on va essayer de poser ce qu'il faut pour que les gens puissent avancer par rapport à ces difficultés-là. Et ça se prépare, oui, c'est du sur-mesure à 80%, on va dire. Et ça veut dire que ça peut se faire avec n'importe quel cheval ou est-ce que du coup vous avez des chevaux particuliers dans vos écuries? Alors, ça peut se faire avec n'importe quel cheval qui va bien. Dans nos écuries, on est sûr que nos chevaux vont bien, puisqu'on a créé un centre équestre en 2012 avec mon associé qui a pour objet vraiment, qui a mis au cœur du projet équestre le bien-être animal, l'éthique vis-à-vis des chevaux et du coup vis-à-vis des cavaliers pour la partie cavalier. Et nos chevaux vivent principalement au pré avec les copains. Ils sont pour certains au box, mais ils sont la journée au pré avec la possibilité d'interagir et de créer des interactions, de la relation sociale, etc. Et dans la nourriture qu'on leur propose, c'est essentiellement du foin qui est l'ersatz de l'herbe qui est leur aliment naturel. C'est du foin, l'herbe séchée, mais pas de granulés condensés de céréales, par exemple, très 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 peu, seulement pour certains chevaux de compétition, et encore, c'est à la marge, quoi. Donc le bien-être du cheval doit être au cœur pour que les chevaux aient des interactions sociales, une nourriture qui leur correspond, qu'ils aient l'habitude de la relation à l'homme. Bien sûr, on ne va pas dans une écurie où les chevaux sont tous sauvages pour faire un séminaire avec les entreprises, même si on pourrait, mais ça prendrait juste beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc pour que les choses aillent vite et qu'on puisse interagir de manière efficace, il faut bien sûr des chevaux habitués à l'homme, qui n'ont pas peur des humains, qui n'ont pas été massacrés par les humains, comme beaucoup de chevaux sont abîmés par nous. Je me mets dedans, puisque avant de prendre conscience de tout ça, il y a une vingtaine d'années, mon équitation, elle n'était pas très sympa, pas très respectueuse des chevaux. Elle était l'équitation du XXe siècle, très dominatrice, dans la coercition avec je tire dans la bouche pour l'arrêter, je lui tape dessus pour le faire avancer, je mets des enraînements de plus en plus durs s'il est rétif ou s'il décide de m'embarquer, etc. Quand on comprend comment fonctionne le cheval et que dans le lieu où on va animer nos séminaires, c'est des lieux où les gens comprennent ça, on peut fonctionner avec tous les chevaux. Ça peut être, on intervient d'ailleurs dans d'autres écuries que les nôtres, et on le fait en ayant vérifié en amont que c'est un lieu où le bien-être du cheval est aussi au cœur du projet.
parce que ça fait que le cheval reste dans ses capacités naturelles, son mode naturel de régulation des émotions, par exemple. Si on a abîmé certains chevaux, quand on a été très loin dans le coercitif avec certains chevaux, eh bien, ils vont aller dans du stress post-traumatique, on pourrait le dire comme ça en comparaison à des humains, c'est-à-dire qu'ils vont, sachant que les chevaux sont des proies et fonctionnent par deux modes de fuite possibles. C'est la fuite qui est leur mode de survie, soit la fuite active qui est leur mode naturel, soit la fuite passive qui est le mode quand ils ne peuvent pas fuir parce qu'on les a enfermés dans des box de 3 mètres par 3 ou qu'on les contraint, etc. Et quand ils basculent en fuite passive, c'est comme s'ils devenaient autistes en fait. C'est-à-dire qu'ils se coupent de leur environnement et de tous ces signaux incompréhensibles que leur font les humains. Et ils préfèrent se mettre dans une sorte de bulle interne. C'est même pas un choix, hein, c'est un moment, c'est un mode survie qui se met en place. Et on a un cheval tout mou dans les centres équestres, on en voit un qui veut leur taper dessus pour qu'ils avancent. Alors qu'un cheval, une mouche se pose sur la peau, il la sent et il avance. Donc, si c'est des chevaux qui vont bien, eh bien, on peut faire plein de choses avec. Et même chez nous, il y a des chevaux très jeunes, des chevaux plutôt je dirais de compétition, des chevaux, des poneys, ça peut être des petits Shetland. Il n'y a pas de bon cheval. Ils sont tous en mode cheval, en fait. Ce sont tous des chevaux. Et s'ils vont bien dans leur tête, pour nous, en tout cas en médiation ou en coaching, ce sera parfait. Super. Et sur la partie formation, du coup, parce que cette compétence, tu as voulu la développer, donc former des coachs équins aussi. Comment ça se passe et c'est qui le public? Alors, effectivement, depuis 2018, on a choisi de développer cette activité. On avait, parallèlement à la partie équicoaching, on avait développé aussi avec des intervenantes en équithérapie des séances d'accompagnement du handicap ou des personnes en fragilité par le cheval. Et donc, forte de ces partages de pratiques avec ces partenaires équithérapeutes, on s'est aperçu que ce que je faisais avec les entreprises ou parfois même en développement personnel, c'était exactement le même métier que ce qu'elles faisaient avec un enfant handicapé ou un adulte en fauteuil, etc. On faisait la même chose, notre vocabulaire changeait un peu, mais les activités qu'on proposait étaient du même ordre. Et le mode de tirer les fils et de faire en sorte que la personne prenne conscience de certaines choses ou expérimente certaines choses. Je dirais que sur la partie thérapeutique, il peut y avoir la rééducation fonctionnelle là, qui est spécifique. Je ne fais pas de rééducation fonctionnelle avec les chefs d'entreprise, quoique parfois. Mais globalement, on était sur le même métier. Et c'était une époque où les écoles qui formaient à l'équithérapie étaient des formations très longues qui demandaient aux gens d'avoir déjà un niveau équestre très important, genre galop 5, 6 pour certaines à l'époque. Bon, maintenant, elles ont baissé un peu la demande à un galop 4 pour ceux à qui ça parle. C'est un niveau équestre. Mais moi, je ne comprenais pas l'intérêt d'obliger les gens à savoir monter à cheval pour pouvoir accompagner avec le cheval, puisque quand j'accompagne avec le cheval, moi, je ne monte pas dessus. Et je ne fais pas monter les bénéficiaires ou les stagiaires des stages d'équicoaching. Et la deuxième chose, c'était des écoles qui recrutaient sur un profil médico-social exclusivement. Or, moi, j'étais l'exemple premier. Je ne viens pas du milieu médico-social et j'accompagne pourtant et je fais des choses magnifiques aussi pour des personnes en fragilité, pas seulement pour des personnes en entreprise. Donc, on a monté une formation qui s'appelle donc l'école de médiation équine Le Cheval Coach et qui propose à des personnes qui sont un peu connaissant cheval et qui ont un métier de relation d'aide au sens large. Dans le mot relation d'aide, j'inclus des formateurs, des enseignants, des thérapeutes, des gens du milieu médico-social, ça peut être kiné, psychomotricienne, psychologue, mais aussi des éducateurs sociaux. En fait, tous les gens qui ont envie de faire du bien aux humains et qui aiment les chevaux et qui ont envie de faire du bien aux humains avec l'aide du cheval. Cette formation, elle est essentiellement expérientielle. On a bien sûr des contenus théoriques qui viennent toujours compléter, documenter. La méthode, elle est vraiment autour de cette possibilité de donner à des personnes de relier leurs deux passions ou leur métier et leur passion pour apporter en complément de leur activité ou en se mettant en auto-entreprise vers cette activité unique, du bien aux gens grâce aux chevaux.
Et ça peut se faire sur des formats très, très variés. Il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte parce qu'elles ont un lieu, qui vont développer leur cavalerie dédiée à ce métier. Et il y en a d'autres qui vont juste louer des installations équestres ou des chevaux à l'heure dans des écuries pour accueillir des publics spécifiques dans ces écuries, par exemple. Et les profils des gens sont très variés de ce fait. Ça peut être des reconversions, ça peut être des compléments d'activité. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu viens leur apporter, toi? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans la formation? C'est quoi le complément? Alors, elles ont déjà un savoir-faire, en fait, dans la médiation, et tu Alors, leur elles ont apportes un un... savoir-faire dans l'accompagnement des gens, elles ont un savoir-faire parce qu'elles sont peut-être cavalières où ils sont. On en a eu 2 des hommes, il n'y en a pas beaucoup. 2 qui étaient ou qui ont une connaissance des chevaux particulière. Mais par contre, comment accompagner et quelles fonctions médiatrices du cheval sont en jeu dans l'accompagnement et comment je développe et j'exerce mon regard sur le cheval d'une façon différente de quand je suis cavalier, ça c'est quelque chose de nouveau pour la plupart des gens qu'on accompagne. Et dans l'accompagnement des personnes, nous, on ne va pas leur réapprendre comment accompagner leurs patients ou leurs clients. Ça, c'est leur métier. Donc, par contre, on va leur apprendre comment associer le cheval dans ce métier. C'est presque du coaching de projet vers leur meilleure façon d'être un médiateur équin, un praticien en médiation équine. Et ils mettront d'ailleurs le terme qu'ils souhaitent. S'ils sont plutôt coach, ils appelleront ça équicoach. S'ils sont plutôt psychomotriciennes, ils diront peut-être psychomotricité avec le cheval. Chacun mettra le terme qu'il souhaite. Le terme générique, on va dire, c'est la médiation équine. Et cet accompagnement où on donne des clés d'accompagnement, des clés sur les chevaux, des pratiques vraiment d'interaction et de cette complexité du trio bénéficiaire, cheval et moi en tant qu'accompagnant. Comment je gère cette relation à trois dans la sécurité et en sachant définir des objectifs et faire des analyses de ce qui se passe en séance. Donc être vraiment, quand je suis en séance ou quand mes intervenantes sont en séance, on est un peu à la fois dans l'action, sur le terrain, ancré avec le cheval en main, la personne à côté, etc. Et en même temps, on est en mode vidéo supérieure, là, et on observe la scène d'en haut aussi, en même temps. Parce qu'il faut avoir une vision tous azimuts de ce qui est en train de se jouer. Et donc, comment on fait pour documenter aussi cette analyse de l'évolution des progrès, par exemple, d'une personne sur un accompagnement, que ce soit un accompagnement thérapeutique ou un accompagnement coaching, par exemple. Donc ça, c'est du métier, c'est vraiment des outils. Là, on va développer des outils pratiques, des petits documents, des supports, etc. Et puis, on leur donne l'expérience et l'occasion d'expérimenter dès le début de la formation. On ne leur dit pas, vous pourrez commencer à faire de la médiation équine dans 1 an quand vous serez formé. Dès les premières séances, dès les premières journées de formation, ils vont être en capacité d'expérimenter des choses simples, mais déjà de la médiation. Amener des amis, voir un cheval dans un pré, et qu'est-ce qui se passe déjà? Et comment on analyse ça? Donc, ils vont avoir à mener un rapport de pratique à peu près à mi-parcours de la formation. La formation est très courte en nombre de jours, hein. C'est 20 jours de formation, mais étalée sur 1 an. Et au fur et à mesure, entre ces journées de formation, ils peuvent aussi aller faire des stages, ils peuvent lire énormément de choses. On va leur donner beaucoup de matière pour pouvoir compléter leur compréhension du métier. Mais ils vont le faire en fonction de qui ils sont. Et donc, c'est en ça que c'est un accompagnement à leur projet. On les accompagne pour être le médiateur équin qu'ils rêvent de devenir. C'est à la fois servir leur rêve du départ, mais en même temps l'étoffer, l'agrandir, le rendre plus dense, parce qu'ils vont, des fois, il y en a, ils rentrent, ils disent, bon, mais moi, je m'occuperai jamais des personnes handicapées, par exemple. Je ferai du coaching ou de l'accompagnement des personnes. Et puis, on va leur proposer d'accompagner, on va leur permettre d'aller voir des séances. Ils peuvent aussi trouver des stages proches de chez eux quand ils sont pas sur notre secteur. Et ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent élargir leur public et leur façon de travailler. Donc tout ça, c'est un projet qui se construit sur 1 année. Et on les aide aussi en gestion de projet. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une option pour la partie création de leur auto-entreprise ou leur association. Ça dépend des statuts qu'ils vont choisir. Le statut agricole, s'ils ont des lieux avec des chevaux. Enfin voilà, on va pouvoir accompagner sur cette partie-là. Et sur la communication, le marketing, la création de son site web, comment je communique. Il y a toute cette partie aussi qui fait partie du métier, puisque c'est un métier où pour l'instant,
Pour l'instant, je dis bien, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Il n'y a pas de gens qui embauchent des praticiens en médiation équine. C'est vraiment un métier où on crée sa clientèle, où on développe sa clientèle, mais où on peut vraiment vivre de ce métier aujourd'hui. Super. Et en termes de financement, du coup, comment ça se passe? Et vous les aidez aussi là-dessus? Ou il y a des Alors, possibilités? il y a 2 possibilités. Aujourd'hui, comme on a fait le choix d'être sur vraiment un accompagnement de projet, on n'est pas une formation, qui rentre dans les fourches codines du RNCP, donc de la validation des formations qui permettrait l'accès, par exemple, au CPF ou à des formations financées par le compte personnel de formation. Par contre, on est validé Calliope, donc on est certifié, pour pouvoir, je dirais, permettre aux gens d'accéder à la formation professionnelle continue. Donc des gens qui sont salariés dans des institutions, par exemple, et qui veulent accompagner les enfants handicapés en médiation équine, peuvent faire financer par le fonds professionnel, de formation professionnelle, les OPCO. Mais la plupart de nos élèves, finalement, sont souvent dans des reconversions et donc des ruptures avec leurs anciens employeurs, donc n'ont pas accès à ce financement-là. Donc ce qu'on a choisi, nous, c'est de faire un énorme effort pour les gens qui s'autofinancent. Donc on a proposé un financement, on a fait un effort de 40% sur le prix quand c'est pris en charge par la formation professionnelle ou quand c'est en autofinancement. Et les gens peuvent étaler ce règlement sur l'année pendant la formation d'une année. En termes de campus, c'est tout à un seul endroit ou il y a différents campus, c'est ça? Alors oui, on a trois lieux aujourd'hui. On avait démarré bien sûr en Île-de-France dans notre centre de domaine et caisse de haute maison à côté de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne. C'est là d'où est partie l'école et où on a créé nos premières promotions. Aujourd'hui, on en est à la promo 17, donc ça commence à faire du monde. Et depuis 2 ans maintenant, on a ouvert aussi un site avec une de nos anciennes élèves qui a monté son lieu en Bretagne. Donc elle est entre Fougères et le Mont-Saint-Michel. Donc on a un lieu pour cette zone-là. Et puis on vient d'ouvrir un campus au sud de Lyon, dans le nord de la Drôme, également pour développer cette formation là-bas. Dans toutes ces aventures avec avec le cheval, c'est quoi celle que tu gardes, qui a été la plus marquante pour toi? Quel a été le moment de coaching le plus marquant? Est-ce que c'était justement en développement personnel, en entreprise? J'imagine que dans chaque configuration, il y a des choses différentes, mais c'est quoi qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui me marque toujours le plus, mais ça arrive souvent quand même, c'est cette notion où quand quelqu'un arrive avec un sujet, donc j'ai en souvenir une personne en développement personnel, en coaching individuel, qui vient avec une difficulté dans des prises de décision dans sa vie perso, mais aussi dans sa vie professionnelle, qui la limite un peu au plan professionnel. Et elle vient en me disant: «Moi, mon problème, mon sujet, c'est la prise de décision. J'arrive pas à prendre des décisions». Et puis finalement, le cheval, dans les exercices qu'on va mettre en place, pratiquement la première séance et la deuxième, le cheval va lui montrer que c'est pas qu'elle prend pas de décision, c'est que elle a peur de se tromper. Donc c'est pas le fait qu'elle sache pas la prendre, elle sait parfois qu'elle a envie d'aller vers là, mais elle ose pas y aller de peur de l'échec. Et donc je vais l'inviter avec le cheval, du coup, à systématiquement choisir l'option qui va l'amener vers un échec, parce qu'aujourd'hui, dans un cadre sécurisé, comme je suis là et que le cheval est là pour l'aider, on va essayer d'expérimenter les échecs, et que notre objectif, c'est d'arriver à expérimenter, par exemple, 5 échecs dans la séance. 5 échecs pour faire avancer le cheval, pour le faire tourner à gauche, à droite, pour pouvoir choisir quelque chose, etc. Et finalement, ça a débloqué quelque chose, et c'est cette magie de... Le cheval nous a montré que son problème n'était pas la prise de décision, que c'était autre chose. Et ça arrive souvent, en fait. Il y a une espèce de magie, d'intelligence universelle globalement, mais qui vient nous amener un petit exemple, une chose. Je me souviens aussi d'une personne qui me dit être très autoritaire avec ses enfants. C'est une maman, et elle crie beaucoup et il n'y a plus trop d'effet. Et elle me dit, pourtant je suis très autoritaire. Et en 2 secondes, on a vu qu'il n'y avait aucune autorité chez cette maman. Il y avait du cri, il y avait de la violence sans doute, mais il n'y avait pas d'autorité. Il y avait pas de... Elle ne savait pas où étaient les limites, et elle ne savait pas les rappeler. Et elle ne les avait même pas posées dans sa tête pour les enfants, mais même pour elle-même. Donc on l'a vu dans sa relation à elle-même et au cheval, parce que le cheval venait lui marcher sur les pieds, en fait.
et que même si elle criait, ben, le cheval, il continuait de venir voir s'il n'avait pas un sucre dans sa poche ou une carotte à lui donner. Et malgré toutes ces tergiversations, le cheval était tanké là et ne bougeait pas, malgré ses gestes, ses cris, etc. Et donc, on l'a fait juste revenir à quelque chose d'essentiel, un temps de respiration, un ancrage, de fermer les yeux et de nous dire à quelle distance elle souhaitait que le cheval se tienne pour qu'elle n'ait plus peur, parce que du coup, c'était, oula, il faisait un peu peur ce cheval, il était très grand. Et elle a posé ça dans sa tête, et alors qu'elle avait encore les yeux fermés, le cheval était déjà en train de reculer. Et je lui ai fait ouvrir les yeux en disant, mais regarde, regarde, regarde. Elle n'avait même pas eu besoin de faire un geste. Donc elle avait projeté, je ne sais pas si je sais, mais il y a une image mentale qui est projetée, il y a une communication intuitive qui se met en place, qui est encore plus magique que la communication non verbale. Donc là, c'était un exemple de ça. Mais même si le cheval n'avait pas reculé juste à l'évocation de l'image mentale, il aurait pu reculer dès qu'elle ouvre les yeux, ne serait-ce que parce qu'elle grandit son torse, qu'elle respire un peu mieux, et que il y a déjà une présence qui est là, alors que 2 minutes avant, il n'y avait pas de présence en fait. Donc moi, c'est ces instants-là qui sont magiques, et j'en ai des centaines à raconter. Je ne peux pas te dire laquelle est le meilleur souvenir, parce que c'est ceux-là qui viennent aujourd'hui, en tout cas quand tu me poses la question. Et du coup, il y a presque une dimension un peu spirituelle, c'est ça? C'est ce niveau-là aussi ça nous remet à notre place en tant que pas être humain dominant, et on est dans un système plus global, c'est C'est ça? complètement ça. Même si les gens viennent pas chercher ça, alors on anime aussi chez nous des stages vraiment orientés développement spirituel, on va dire, des stages de pleine conscience, du travail sur la recherche de sens, et même des choses un peu au-delà. On travaille sur la communication intuitive animale, on fait des stages de pratiques chamaniques aussi avec les chevaux, etc. Donc il y a vraiment de l'offre identifiée sur ces pratiques-là, mais même sans ça, euh, dans la relation avec le cheval, ce qui va se passer, c'est que le cheval va vraiment, lui, il est connecté sur tous les plans. Il dit pas, moi aujourd'hui c'est un stage de développement personnel ou c'est un stage de développement spirituel, et il va pas séparer les choses. Les chevaux, ils sont connectés naturellement à leurs ancêtres, ils sont connectés naturellement aux énergies. Il y a des chevaux qui sont des véritables thérapeutes énergéticiens, qui vont venir faire un soin à un enfant ou à une personne qui en a besoin. Ils vont faire bâiller la personne, ils vont être là, ils bâillent à côté d'elle pour faire libérer des émotions. Donc il y a quelque chose qui se passe de cet ordre énergétique, de l'invisible aussi, de la présence des ancêtres, des choses comme ça. On peut choisir de ne pas le regarder, parce que même sans ça, il se passe des choses merveilleuses. Et déjà dans le comportement non verbal, dans les réactions émotionnelles, on a tout un travail qui se met en place. Mais quand on a cette ouverture-là nous-mêmes, ou que nos bénéficiaires sont dans ce désir d'aller vers ce type de choses, la route est ouverte et on peut faire des choses magnifiques. On peut travailler sur la cohérence cardiaque, par exemple. On va voir que quand on travaille notre propre cohérence cardiaque par un espace de 5-10 minutes de respiration, ça fait réduire et ralentir notre rythme cardiaque, qui souvent, chez l'humain, est un petit peu haut. Et on arrive à une fréquence où, à un moment, il y a une vraie connexion de cœur à cœur qui se met en place avec le cheval. Et on le voit, par exemple, les chevaux, ils sont dans un pré, on commence à se mettre en respiration de cohérence cardiaque, et puis, d'un coup, on va les voir relever la tête et dire « Ah, cet humain a l'air intéressant !» Parce qu'enfin, il est dans un espace de vibration qui est plus intéressant que quand il papillonne et qu'il est dans son stress naturel, quoi. Génial. Donc oui, on peut aller chercher des choses comme ça. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton aventure entrepreneuriale? C'est quoi le rêve, l'ambition? L'ambition aujourd'hui, elle est vraiment d'amener cette conscience d'une nécessité d'élévation de chacun, et de me permettre de former le maximum de gens à cet accompagnement par le cheval, pour qu'il y ait partout, dans toutes les écuries, des gens comme nous qui permettent aux gens d'accéder à ces pratiques. Donc ça, c'est le projet vraiment de l'école. Donc aujourd'hui, on se développe sur 3 sites. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis surtout que sur ces 3 sites, on pourra augmenter le nombre de sessions par an pour pouvoir former plus de personnes. Donc ça, c'est un premier objectif. Et globalement, cet accompagnement de l'humain par le cheval, mon envie, c'est de faire des petits pour que
les coachs, les accompagnants soient de plus en plus présents pour permettre aux gens d'élever leur vibration, tout simplement, hein, pour accompagner cette élévation vibratoire globale, pour que on se reconnecte à autre chose que la peur, quoi, qu'on vienne chercher l'amour. Les chevaux, ils nous amènent de l'amour en mode chamallow géant, quoi, hein, c'est du bisounours permanent, un cheval. Si on lui ouvre cette porte-là, il vient nous recharger en amour. Les fonctions, je dirais médiatrices du cheval, comme le paternage et le maternage, par exemple, on va bénéficier d'une forme de sécurité du père, de la figure paternelle par le cheval qui est très puissant, euh, très masculin dans son expression, dans son élégance de puissance. Ça va amener une sécurité extérieure, cette notion de sécurité extérieure qui est très importante. Mais dans la relation avec les chevaux, et quand on peut accompagner les gens avec le cheval aussi, dans la fonction plutôt maternante du cheval, ce côté portage, bercement, mais aussi câlin, câlinothérapie, tout ce qu'on peut faire dans le pansage, dans la relation, dans le contact qui est très très doux, tout ça va amener quelque chose de l'ordre de la sécurité intérieure et de la fonction mère, maternante. Pas mère en tant que ma maman, mais mère, fonction féminin, intérieur, sécurité intérieure. Et moi, mon rêve, c'est que les gens aillent tous vers cette sécurité intérieure et extérieure. Parce que c'est ça qui ouvre la voie pour ne plus fonctionner en mode peur, et tout définir à travers la peur. Donc, ce serait ça, l'enjeu.